Bien, nous allons commencer ce cours, cette conférence. C'est une conférence qui a un certain succès. Je pense que j'ai donné une quinzaine de fois en un an déjà. Et c'est un voyage dans le monde des pesticides. Un monde que vous connaissez peut-être un peu via les médias, mais un monde assez complexe. Et ce que vous avez sans doute retenir de cet exposé, de cette conférence, c'est surtout avoir un esprit critique. Il faut être extrêmement méfiant par rapport à ce qui circule dans les médias, dans la presse, dans les réseaux sociaux. Et vous allez voir qu'il faut donc garder un esprit critique. Et en tant que scientifique, c'est la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est évidemment voir les chiffres, analyser les choses, bien comprendre les choses et ne pas tomber dans le piège de ce que j'appelle le marketing de la peur, donc l'amplification des risques à des fins politiques, commerciales ou autres. Le problème des pesticides et leur impact dans l'environnement est connu quand même depuis pratiquement un demi-siècle. Et donc vous voyez ici sur cette diapositive, vous avez à gauche une copie du fameux ouvrage de Rachel Carson, Silent Spring, le printemps silencieux. Nous sommes dans les années 60, ce sont les 30 glorieuses. On utilisait à l'époque énormément de pesticides et notamment ces fameux insecticides organochlorés. Et cette dame décrit dans cet ouvrage la disparition des oiseaux, des rapaces, essentiellement en milieu terrestre, mais aussi en milieu marin. Vous voyez là le pélican gris qui a fait disparaître. Et cette disparition est liée simplement à l'effet toxique des organochlorés, et notamment du DDT, sur le système reproducteur des oiseaux. Et très rapidement, le président américain de l'époque va être intéressé. Cet ouvrage aura un impact considérable et on va progressivement prendre des mesures pour bannir ces substances qui ne sont plus utilisées depuis de nombreuses années. La notion de pesticide, ce terme fait peur parce que dans ce terme, vous avez la notion de peste. Et ça fait référence, bien sûr, aux ravages des grandes épidémies autrefois, comme le choléra, la peste, qui étaient véhiculés donc, par des animaux nuisibles. Et si vous regardez, avant la Seconde Guerre mondiale, on avait finalement extrêmement peu de pesticides disponibles, et ces pesticides étaient d'origine naturelle. Vous voyez ici le soufre, arsenic, strychnine, roténone, nicotine. Nicotine de la cigarette a été utilisée comme insecticide. Et c'est à partir de la Seconde Guerre mondiale, grâce à la chimie allemande, en grande partie suisse, qu'on va mettre au point de nouvelles molécules, et notamment le DDT. Et de façon très surprenante, la découverte du DDT et de son pouvoir insecticide extraordinaire a valu le prix Nobel de médecine et de physiologie à M. Paul Muller. Vous imaginez, donc, nous sommes donc en 1948, qu'on donne actuellement, dans le contexte actuel, qu'on donne un prix Nobel à quelqu'un qui trouve, par exemple, un substitut pour le glyphosate ou pour un insecticide. Donc vous voyez combien, à l'époque, on avait besoin de ces molécules pour combattre les grands fléaux, et la plupart des grands fléaux ont disparu grâce à l'usage de ces produits. Mais très rapidement, si on remonte dans l'histoire, très rapidement, on va se rendre compte que les pesticides vont être détournés de leur usage pacifique. Et le plus bel exemple, c'est l'arsenic, qui est un puissant rodenticide. Et si vous regardez donc l'histoire des intoxications, toutes les grandes intoxications célèbres, comme la Voisin, la Catherine, la marquise de Brinvilliers par exemple, ou alors la fameuse intoxication de l'affaire Lafarge, extrêmement célèbre, c'est l'arsenic. L'arsenic qui va être détourné de son usage, donc on achetait l'arsenic en pharmacie ou n'importe quel magasin pour détruire les rats, et ses épouses à l'époque qui voulaient se débarrasser d'un mari parfois un peu trop âgé, souvent très riche, utilisaient l'arsenic, et la médecine légale à l'époque n'avait pas les outils pour démontrer la persistance, l'existence d'arsenic dans le corps. Ce n'est qu'à partir du 19e siècle, la fin du 19e siècle, qu'on va mettre au point ces techniques. Les pesticides, dans la catégorie des pesticides, vous avez deux types de substances différentes. Vous avez d'une part les biocides, comme l'eau de Javel par exemple, et puis d'autre part, vous avez les produits pour traiter par exemple les bois, etc., donc toute une série de matériaux. Et d'autre part, vous avez des produits qui servent uniquement à la protection des plantes. Ces pesticides, on appelle les produits phytosanitaires. Quand on parle de la Wallonie zéro phyto, c'est zéro produit phytosanitaire, donc des produits uniquement pour la protection des plantes et des cultures.
Et dans ces produits, on a tendance un peu à confondre tout. Hein. Si vous interrogez les gens dans la rue, on confond facilement le glyphosate avec un insecticide, etc. Donc il y a toute une série d'applications possibles. Et les produits phytosanitaires sont repris ici. Vous avez des insecticides, j'ai mentionné le DDT, mais il y en a bien d'autres actuellement qui sont utilisés. Et chaque fois, ce sont des produits qui ont été mis au point au fil des décennies pour avoir moins d'impact sur l'environnement. Donc la plupart des produits phytosanitaires actuellement utilisés ont peu d'impact sur l'environnement et sont souvent peu persistants et certainement peu cumulatifs dans les chaînes trophiques. Donc ça, c'est un avantage de ces molécules. Alors vous avez les herbicides qui servent donc à détruire ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les adventices, à nettoyer les trottoirs par exemple, ou les sentiers dans les cimetières. Vous avez autrefois des produits qui étaient très dangereux parce que contaminés par la dioxine, et puis on est arrivé avec des produits, le glyphosate est un produit plus récent, beaucoup moins cumulatif, beaucoup moins dangereux que ceux qu'on utilisait autrefois. Vous avez ensuite des fongicides, etc., etc. Parmi les produits phytosanitaires, assurément les plus dangereux pour l'homme et l'environnement sont les insecticides. Pour la simple raison que les insecticides tuent les insectes par une neurotoxicité, par un mécanisme neurotoxique qui est le même mécanisme avec lequel les insecticides empoisonnent l'homme. Et donc c'est pour ça que ces substances sont extrêmement dangereuses. Donc en cas d'intoxication aiguë, voire chronique par des insecticides, quels que soient ces insecticides, vous avez des risques pour le système nerveux. Et donc en cas de forte intoxication, vous avez une stimulation du système nerveux qui peut se révéler mortelle, avec des signes très manifestes au niveau, par exemple, du visage, donc des convulsions. Donc ce sont des substances extrêmement dangereuses et ce sont surtout des insecticides qui sont impliqués. On estime à peu près 200 000 décès par an dans le monde à cause des pesticides et des produits phytosanitaires. Et ces substances sont tellement dangereuses, ces insecticides, qu'on va très rapidement les détourner pour en faire des armes de destruction massive, des armes chimiques. Et le plus bel exemple ici, ce sont donc les insecticides de type organophosphoré. Donc ce sont les insecticides qui ont remplacé le DDT, parce que extrêmement instables dans l'environnement, non cumulatifs dans les chaînes trophiques. Et donc parmi ces organophosphorés, vous avez des centaines de molécules différentes, mais certaines molécules sont très actives chez l'homme. Vous avez le sarin, vous avez le tabac, vous avez le saumon, ce sont des armes chimiques. Et vous avez parmi les plus dangereuses, vous voyez là, le décès survient très rapidement, donc il faut être bien protégé, protéger les yeux. L'absorption cutanée est importante, la peau, et bien sûr ne pas respirer. Et donc parmi les plus dangereux, vous voyez ici, vous avez le VX, redoutable. C'est avec le VX qu'on a tué le demi-frère de Kim Jong il y a peu de temps, à l'aéroport, donc en Asie. Simplement, le VX est très bien absorbé par la peau et en cas d'inhalation, donc il est très efficace. Mais vous avez pire, le Novichok. Les Russes ont mis au point des organophosphorés assez proches donc des autres molécules, extrêmement redoutable. Le Novichok est 10 fois plus dangereux que le VX. Vous en mettez un peu sur une clèche, rentrez chez vous sans gants et vous mourrez rapidement parce qu'absorbé par la peau. Donc ce sont des molécules redoutables pour lesquelles, heureusement, si on intervient très vite, bien sûr, nous avons des antidotes. Donc on peut sauver. Ces militaires ont évidemment des trousses avec de l'atropine, avec lesquelles donc, ils peuvent rapidement donc, se soigner. Petite remarque, petit distinguo. Quand vous manipulez des insecticides, quand vous achetez des insecticides dans les grandes surfaces, au bricot, il faut savoir que dans les bouteilles que vous achetez, dans ces produits, vous avez deux constituants. Vous avez un solvant et le principe actif. Le principe actif, c'est quelques pourcents. Le solvant, c'est la majeure partie du produit. Et ce solvant, ces deux éléments ont des propriétés différentes. Par définition, le principe actif doit être stable. Pas trop volatile, il faut que ça persiste. Encore, vous devez renouveler le traitement. Et en revanche, les coformulants sont volatiles, ont une odeur et sont rapidement éliminés. Donc il faut éviter la confusion. L'odeur n'est pas nécessairement le principe actif. Donc ça, c'est important. Dans certains cas, les gens, parce qu'il y a cette odeur qui persiste, pensent qu'ils sont exposés au principe actif, mais non. Donc c'est une distinction à faire. Intoxication aiguë. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les intoxications aiguës, mais vous avez essentiellement des effets irritants. Si vous manipulez ces substances sans protection, sans gants par exemple, sans masque, vous avez des effets irritants. À forte concentration, vous avez des effets narcotiques, donc une dépression du système nerveux suite au solvant, mais ça c'est très forte concentration si on ne ventile pas. Et puis vous avez des
des pesticides qui sont extrêmement dangereux. Le paraquat est certainement un des plus dangereux parce qu'il n'y a pas d'antidote, pas de traitement. Vous avalez une cuillerée à peu près à café, à soupe de paraquat, vous décédez inévitablement dans un délai de 3 semaines d'un œdème pulmonaire. Donc il y a eu des cas d'intoxication volontaire, des suicides au paraquat, c'est très peu efficace, hein, et on est sûr de mourir dans 3 semaines, il n'y a aucun traitement pratiquement. Et vous avez bien sûr ce que je viens de mentionner, les intoxications aiguës par les insecticides, donc les différents types d'insecticides. Un petit mot du Roundup, puisqu'on en parle beaucoup. Le Roundup, il est dans le domaine public maintenant, mais c'est été mis au point par Monsanto, maintenant c'est Bayer. Le Roundup est un herbicide systémique, non sélectif, très efficace, beaucoup moins dangereux que le paraquat, qui est aussi un herbicide systémique non sélectif. Et cette substance, si vous voyez, les cas d'intoxication mortelle sont uniquement des cas volontaires. C'est le cas souvent pour beaucoup de produits, d'herbicides notamment. Et donc, vous voyez, vous devez boire l'équivalent d'un verre de bière, pratiquement, de Roundup pour avoir une intoxication qui serait fatale. Donc, les risques d'intoxication mortelle au paraquat, au Roundup, sont extrêmement faibles. Alors, un petit exemple, le fipronil. Rappelez-vous, il y a 2 ans à peu près, on a eu une contamination par le fameux fipronil des œufs. Et c'est une histoire assez quand même surprenante. Ce sont des jeunes entrepreneurs qui ont mis au point ce qu'on appelle un acaricide pour tuer le poulet, les poules qui sont sur les poules, qui sont rouges parce qu'ils boivent le sang des poules. Ils ont mis au point un acaricide merveilleux, le Dégacès, d'origine naturelle, des huiles essentielles. Et ils vont dans les élevages, en Belgique, aux Pays-Bas, et en France également, ils vont vendre ce produit. Et les éleveurs tombent dans le panneau. C'est un produit d'origine naturelle, donc c'est merveilleux, des huiles essentielles. Donc ils pourraient mettre bio sur les œufs. Et le produit est beaucoup plus efficace que les produits prescrits par les vétérinaires. Très efficace, il ne faut pas répéter le traitement souvent, donc ça tient très le coup. Et ils vont acheter ce produit. Jusqu'au jour, bien sûr, on trouve des traces de fipronil dans ces œufs. Et vous voyez les concentrations qui sont rapportées dans la presse. On parle de 0,093 mg par kilo d'œufs, donc 93 microgrammes, et puis on parle un peu plus tard de valeurs un peu plus élevées. Alors quel est le risque de fipronil? Et déjà là, on va amplifier. Vous allez voir, le marketing de la peur prend déjà forme à ce moment-là. Vous voyez le ministre à l'époque, M. Ducarme, qui est évidemment sur les écrans, qui a très peur, on a très peur évidemment de cette intoxication. Et quel est le risque? Vous allez voir le risque. L'affaire des œufs contaminés au fipronil touche désormais la France. Paris a indiqué ce lundi que 13 lots de ces œufs de poule en provenance des Pays-Bas avaient été livrés à des entreprises de transformation alimentaire de l'Est du pays. Alors quels sont pour la santé les risques de cet insecticide interdit dans les produits de consommation humaine? On voit apparaître des vertiges, des nausées, des vomissements, donc un effet neurotoxique qui est transitoire et les cas mortels sont rarissimes, peut-être un cas en 30 ans. Donc il faut vraiment des doses massives de l'ordre pratiquement d'1 demi-gramme. Et je rappelle que dans un œuf, vous avez 10 000 à 100 000 fois moins. On ne connaît pas encore les taux de fipronil en question dans les œufs importés en France, ni ce que sont devenus ces lots suspects. Royaume-Uni, Allemagne, Belgique, Suède et France sont désormais concernés par ce dossier. Et bien sûr les Pays-Bas, où 300 000 poules ont déjà été abattues, plusieurs millions d'autres pourraient subir le même sort dans les prochains jours. Voilà, donc une crise sans danger au fond. Hein. Le danger était purement économique. C'est de pouvoir continuer à vendre des œufs et de protéger évidemment le consommateur, certes, mais surtout protéger le marché des œufs. Et donc M. Ducarme, à l'époque, a dû mettre sur la table pas mal d'argent, plusieurs millions d'euros, pour pouvoir pas soigner, mais pour pouvoir donc aider les éleveurs qui avaient sacrifié toutes leurs poules. Donc fatalement, il y avait des dégâts importants. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de risque? C'est bien simple. C'est un calcul niveau école primaire. Hein. Donc vous avez des chiffres qui sont donnés donc, par kilo. Si vous regardez dans un œuf, vous avez 0,006 mg par œuf et au maximum 0,072. Vous faites un simple calcul. Le calcul que j'ai fait était bien simple, était basé sur des intoxications humaines volontaires en Asie. Des gens qui ont tenté de se suicider avec du fipronil. Ça n'a pas marché.
Sauf dans un cas. Ça n'a pas marché et ces gens, quand ils fait, ils ont utilisé le régent 50. 50, ça suffit 50 grammes par litre. Et quand vous voulez vous suicider, vous intoxiquer avec un produit, vous buvez au moins une gorgée, au minimum. Donc si vous faites le calcul de ce qu'il y a dans une gorgée, vous avez avec des chiffres, des doses qui sont finalement dans un œuf, qui sont pratiquement 10 000 et 100 000 fois inférieures à la dose susceptible de provoquer une intoxication non mortelle. Non mortelle, la plupart ne sont pas décédés. Donc vous voyez le rapport qu'il y a entre ce qu'il y a dans un œuf et les niveaux nécessaires pour provoquer une intoxication. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi 10 000, 100 000 comme marge de sécurité? Est-ce beaucoup? Peu? Est-ce qu'on peut faire une évaluation sur la base de cette différence, de cette marge de sécurité? Et oui, pour vous donner un bel exemple, prenez la dose létale d'arsenic que j'ai mentionnée. La dose létale pour tuer un homme est de l'ordre de 200 mg. Et tous les jours, vous comme moi, nous consommons peu d'arsenic via notre alimentation, notamment les végétaux. Et si vous regardez notre consommation moyenne, quotidienne d'arsenic, elle est de l'ordre de 20 microgrammes. Donc la marge de sécurité entre l'intoxication, la dose qui provoque, la dose létale pour l'arsenic et la dose que vous consommez quotidiennement est de 10 000, elle est donc inférieure à celle qu'il y avait pour le fipronil. Ce qui vous montre quand même que ces incidents, finalement, les risques sont extrêmement faibles. Et donc on a une crainte massive des intoxications parce qu'il y a ce marketing de la peur. Donc dès qu'il y a des traces, on a peur. Mais la trace, évidemment, n'est pas synonyme, bien sûr, de risque. Quels sont les risques pour les utilisateurs? Là, c'est clair, il faut être extrêmement prudent lorsqu'on manipule des produits phytosanitaires, quels qu'ils soient. Et les utilisateurs, ce sont en grande partie les fermiers, les horticulteurs, par exemple, éventuellement sylviculture. Et donc là, on sait depuis quand même plusieurs décennies qu'il y a des risques associés à ces substances. Et surtout, ces risques apparaissent lorsqu'on ne fait pas attention, lorsqu'il n'y a pas de moyens de protection, et c'est fréquent dans le monde agricole. Quand vous voyez les fermiers comme ils travaillaient autrefois, ils ne mettaient pas toujours des gants, ils ne mettent pas de masque, etc. Donc il y avait peu de moyens de protection. Et donc une pathologie qui est associée à ça, et les associations mises en évidence en épidémiologie sont probablement, très probablement de nature causale, c'est cette maladie incurable qu'on appelle le Parkinson. Vous avez un petit exemple ici. Mais je sais pas si on ne veut peut-être pas. Le pas lent, le cou bloqué, Didier Joly vit avec la maladie de Parkinson depuis 4 ans. Très diminué, à seulement 55 ans, il ne peut plus faire grand-chose dans sa propre ferme. C'est avec cette machine-là qu'on déroule les bottes de foin. Je ne sais pas comment ça va de ça. Il faut tourner le cou à l'envers, là, ça ne va pas du tout. Pendant plus de 30 ans, aux côtés de son père, il a conduit le tracteur pour épandre les pesticides sur les champs, sans protection. C'était un petit pulvérisateur qui faisait 10 mètres de largeur, puis un tracteur qui était une cabine qui était ouverte à l'arrière. Alors quand on voyait sur les vitres que c'était tout jaune le produit, dans les poumons c'était pareil à ben oui. On nous disait qu'il faut prendre un masque, mais on ne le faisait pas. Personne ne le faisait. Pourquoi? Parce que c'était pas la mode. Pas à la mode. Mais aujourd'hui, Didier paye le prix fort, sans colère, mais avec beaucoup d'inquiétude. Mais j'ai des collègues qui sont décédés, de ça. D'autres côtés stériles, il y a eu beaucoup de cas de maladies, quoi. Nous, c'est pas l'amiante, c'est ça, quoi. Depuis 2 semaines, Didier y croit à nouveau. Il a enfin reçu ce précieux sésame qui reconnaît sa maladie de Parkinson comme maladie professionnelle. Financièrement, ça m'aidera beaucoup si je touche une rente. Et puis, ça me permettrait peut-être de moins travailler, peut-être d'embaucher mon fils à plein temps, ou d'embaucher quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Pouvoir prendre la retraite si j'ai des droits. Après 2 ans de bataille juridique, c'est la parution de ce tableau en mai dernier qui a changé la donne. À partir du moment où il existe un tableau consacrant un lien de causalité entre la maladie de Parkinson et les pesticides, va inciter les agriculteurs à être beaucoup plus vigilants et miser davantage sur la prévention. L'Association pour les accidentés de la vie s'occupe de 2 autres cas dans la Vienne en ce moment et espère que l'histoire de Didier Joly encouragera d'autres agriculteurs à faire le lien entre leur maladie et leur activité. Voilà, donc un exemple frappant, bien sûr. La maladie de Parkinson a été reconnue comme maladie professionnelle en France, mais pas en Belgique. Et on reparlera un peu plus loin de la France, qui est un pays, effectivement, c'est le pays des droits de l'homme, bien sûr. Vous allez voir un bel exemple de ce qui se passe en France pour d'autres types d'intoxication. On décrit également, avec des relations qui sont sans doute causales, on décrit donc des
un impact sur certains types de cancers. Et le cancer qui est souvent associé aux produits phytosanitaires, c'est le lymphome non-hodgkinien, qui est un lymphome donc, souvent associé donc, à ce type de substance. C'est une maladie sérieuse, donc voilà un risque qui est bien établi. Également, les risques de cancer de prostate sont décrits en relation à des produits phytosanitaires qui sont des perturbateurs endocriniens, pour dire simplement les choses, donc le DDT et certains organophosphorés qui agissent sur la production d'hormones. C'est un cancer qui grimpe dans notre société, le cancer de la prostate, et il est lié effectivement à toute une série de substances, mais notamment chez les fermiers à cette exposition professionnelle. Et puis vous avez également toute une série d'études. Il a mentionné, monsieur le fermier, dans le reportage, il a parlé de stérilité. Et c'est vrai, vous avez toute une série d'études qui montrent une diminution de la qualité du sperme dans le monde agricole, liée souvent, donc, pratiquement donc, souvent à des produits phytosanitaires. Donc voilà un impact qui est bien établi. Alors ceci est un bel exemple. Ça se passe en France, donc c'est en novembre. Et si vous regardez bien, là je suis là à gauche, le bâtonnier de Paris me demande mon aide pour une affaire, parle de l'affaire du siècle, une affaire à 1 milliard d'euros. Et donc, c'est 1 milliard de dollars en réalité, mais c'est pratiquement 1 milliard d'euros. Et donc, ce qui se passe dans cette affaire, le bâtonnier de Paris va initier une procédure qui est en cours, qu'on appelle l'exéquatur. Donc, ce qui s'est passé au Nicaragua, pas des cultivateurs, mais des gens qui travaillent dans des bananeraies, donc produisent des bananes, utilisent un produit, un nématocide, le némagon, donc le dibromochloropropane, qui est un produit phytosanitaire avec action nématocide. Donc c'est pour tuer dans les racines des bananiers des nématodes. Et donc ils doivent injecter ça dans le sol. Et ces pauvres cultivateurs vont développer une stérilité, mais on va s'en rendre compte très tardivement. Et ce qui va se passer, ils vont initier des procédures en réparation, donc en justice au Nicaragua. En première instance, l'industrie américaine, c'est Dow Chemical, mais il y a plusieurs industries qui sont donc impliquées. Donc des gens qui ont commercialisé ce produit sont condamnés en deuxième instance, condamnés en cassation. Et alors que font évidemment les industries américaines au Nicaragua pour ne pas payer, elles se sauvent, quittent le pays. Et donc la France a une procédure qui est assez originale, qui permet de faire exécuter donc, la sanction en France et également dans toute l'Union européenne. Donc d'où l'affaire qui est en cours. Et ce qui s'est passé dans cette affaire assez extraordinaire, c'est que les industries américaines connaissaient les risques de ce nématocide. On savait, ils avaient mené très rapidement, dès le début de la commercialisation, des études chez l'animal, et on avait observé chez les rongeurs une action assez spectaculaire sur les testicules, donc une atrophie testiculaire, une stérilité de ces rongeurs, avec d'autres effets bien sûr. Mais l'effet le plus redoutable était cette stérilité testiculaire. Et néanmoins, on va commercialiser. On va commercialiser ça pendant plus de 20 ans. C'est là le scandale. C'est d'où l'accusation, bien sûr, et les sanctions qui tombent. Et on commercialise ça jusqu'au moment, dans une industrie américaine, en Californie, les femmes des travailleurs, entre elles, discutent et disent qu'elles savent pas avoir d'enfants. Que le mari ne sait pas leur donner un enfant. Les hommes aussi discutent entre eux, ne parviennent pas à avoir d'enfants. Et on est dans les années 70, les scientifiques interviennent et on se rend compte que la plupart des ouvriers dans cette entreprise souffrent de stérilité, une stérilité qui peut durer de 8 à 17 ans. Et actuellement, des études publiées montrent que 26 000 applicateurs, au fond c'est le terme, c'est applicateur de ce produit, souffrent de stérilité. Et donc voilà une affaire effectivement qui montre le puissant pouvoir sur le système reproducteur de certains produits phytosanitaires. Et en l'occurrence, ici, un nématocide, c'est la même chose en France, donc dans les dom-toms, donc avec un autre produit insecticide donc, qui est associé également à ce type d'effet. Également important, les risques pour la grossesse. Donc il y a un groupe à risque, c'est manifestement les gens qui manipulent ces substances, applicateurs, fermiers, etc. Et l'autre groupe à risque, c'est le fœtus, ce sont les femmes enceintes. Et le risque existe, certes, en cas d'exposition professionnelle, mais également en cas d'exposition extra-professionnelle. Le fait de vivre avec un fermier qui manipule ça et qui contamine la maison,
le foyer. Il y a des risques pour la femme enceinte et bien sûr, en cas d'usage domestique fréquent, il y a également des risques. Et donc ce qu'on décrit dans la littérature, ce sont des lymphomes non-hodgkinien, leucémie, cancer du cerveau, lorsque la maman est exposée à ces produits. Voilà, donc ici je vais terminer donc avec les risques pour les utilisateurs qui sont manifestes en termes de cancer, en termes de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson. Vous avez également un impact sur la fertilité et donc ce sont des expositions, c'est très important, professionnelles, importantes en intensité, souvent peu de moyens de protection autrefois et en durée pendant des années. Et des risques également, le second groupe pour le fœtus en cas d'exposition, donc domestique, professionnelle ou extra-professionnelle. Voilà, quid de vous, les consommateurs? Si je vous interroge sur les risques pour le consommateur des produits phytosanitaires, je pense qu'une bonne partie d'entre vous est convaincue qu'il y a des risques de consommer des fruits et des légumes avec des résidus de pesticides, des produits phytosanitaires. Je pense que oui, n'est-ce pas? La plupart d'entre vous, non? Je pense. Et la voie d'exposition, bien sûr, dans ce cas-là, n'est pas l'inhalation ou le contact cutané, c'est l'ingestion. Donc c'est une voie d'exposition un peu différente, avec un métabolisme différent. Alors que sait-on? C'est là qu'intervient cette notion que j'appelle le marketing de la peur. Certains amplifient à dessein les risques des résidus de pesticides dans l'alimentation. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc ce marketing de la peur, c'est fréquent. C'est un ouvrage, un terme qui vient d'un ouvrage publié en France et dans lequel, bien sûr, le mot d'emploi est là. On identifie des substances qui ont un impact sur ce dont on a plus peur de mourir, et on a peur du cancer, on a peur également de ne pas pouvoir se reproduire. Ce sont évidemment les deux effets qui sont amplifiés dans le marketing de la peur, et puis on vient avec des solutions. Avec les élections, bien sûr, on va promettre d'interdire avant les élections. D'autres, au niveau commercial, on va proposer des substituts. Donc, il y a une amplification qui est réelle à ce niveau-là, et vous allez comprendre pourquoi. Et cette amplification joue sur la confusion entre deux concepts. Le danger, qui sont les propriétés des substances. Une substance est classée cancérogène, point, il y a un danger. Et le risque, la notion de risque, bien sûr, est une notion qui implique le niveau d'exposition, les doses absorbées, les durées d'exposition, les voies d'exposition, ou le groupe à risque. Donc c'est une notion qui est statistique, qui est la probabilité d'avoir une intoxication. Donc on joue sur les deux, et chaque fois, si vous regardez ces émissions qui font peur, en France, 60 millions de consommateurs, Cash Investigation, on va vous parler de substances qui sont des perturbateurs endocriniens, ça fait peur. Fertilité, cancer, on vous parle de cancérogènes, ça fait également peur, mais vous ne verrez pratiquement jamais les vrais chiffres. On n'ose pas les montrer, bien sûr, tellement souvent ils sont extrêmement faibles. Et donc ça, c'est une façon, c'est une désinformation qui est assez perverse, parce qu'elle détourne évidemment l'attention de la population des vrais risques de cancer au niveau de l'alimentation. Ce n'est pas les résidus de pesticides, c'est la malbouffe, bien sûr, les déséquilibres alimentaires, et c'est surtout les produits qui sont néofermés lors de la cuisson des aliments. Et là, vous avez les causes du cancer colorectal, c'est notre alimentation qui n'est pas bouillie, mais qui est souvent trop cuite au niveau de la viande et au niveau des végétaux. Donc voilà simplement cette notion d'exposition. Alors en toxicologie, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il faut savoir que vous avez, c'est la dose qui fait le poison. C'est élémentaire. Et vous avez différents types de relations qu'on appelle dose-réponse. Vous avez pour les cancérogènes génotoxiques, le tabac par exemple, qui provoque, la fumée de cigarette qui provoque des mutations. Vous avez, il n'y a pas de seuil apparemment, ça agit à très faible dose, de façon continue. En revanche, pour d'autres substances qui sont non génotoxiques, vous avez des seuils, c'est le cas des dioxines par exemple. Donc il y a toute une série de relations, je ne vais pas entrer dans les détails. Alors pourquoi est-ce qu'il y a un marketing de la peur? Tout simplement parce que depuis 40 ans, on recommande à la population de consommer au moins 5 fois des fruits et légumes frais par jour. Cette recommandation ne date pas d'il y a quelques années. Il y a plus de 40 ans qu'on vient avec cette recommandation parce que depuis plus de 40 ans, les études épidémiologiques prospectives ou transversales, qui sont nombreuses, il y en a énormément, montrent que la consommation régulière de fruits et de légumes réduit de façon drastique les risques de cancer et les risques de maladies cardiovasculaires. Et si vous regardez les chiffres, ici dans une étude prospective assez récente, si vous allez jusqu'à 7 fois, plus de 7 fois des fruits et légumes, vous réduisez de l'ordre de 25 à 30%. Et de même les maladies cardiovasculaires. Et donc on décrit cet effet protecteur depuis 40 ans. Donc ça signifie bien sûr que les pesticides qui sont présents
n'ont pas d'impact, n'augmentent pas les risques de cancer. Donc l'effet protecteur est là malgré la présence de pesticides. Donc il faut garder ça à l'esprit. C'est ça qui est surprenant, c'est de faire peur avec des aliments qui vous protègent. C'est un peu aberrant. Donc il faut, si vous n'avez pas les moyens d'acheter du bio, achetez quand même des fruits et légumes, consommez-les, ça vous protégera. Et oui, il y a une diminution de fertilité en ce bas monde, et certains, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait avoir un lien avec certains résidus de pesticides, produits phytosanitaires. Et c'est une des hypothèses. Et parmi les insecticides, certains ont été écartés. On sait, on a vu pour les oiseaux, une diminution de fertilité. En tout cas pour l'homme, les insecticides organochlorés notamment ne sont pas impliqués dans la diminution de fertilité qui est drastique dans nos sociétés. On estime qu'à peu près la fertilité, vous êtes jeune ici, votre fertilité par rapport à il y a 30 ou 40 ans a diminué d'un facteur 2. Le nombre de spermatozoïdes dans le sperme a diminué pratiquement d'un facteur 2. Donc c'est pratiquement comme si l'homme moderne, jeune, n'avait plus qu'un testicule. Donc c'est un phénomène inquiétant pour le monde occidental. Les insecticides organochlorés ne sont pas impliqués. Certaines études suggèrent que l'effet bénéfique des fruits et légumes sur la fertilité, qui existe, pourrait être moindre s'il y a des résidus de pesticides. C'est une étude américaine. Et puis, j'ai mentionné effectivement le cas de l'imago, mais ça, c'est des expositions professionnelles. Autre question, et vous allez voir comment la presse parfois est sélective. Il y a quelques mois, un article sort dans le JAMA, une excellente revue américaine, le journal de médecine américain, et dans cet article, c'est une étude prospective en France, on va examiner les risques de cancer en fonction de la consommation. C'est une classification qu'on appelle en quartile. Donc le Q4, ce sont les gens qui consomment le plus de produits bio. Et ils voient apparaître des associations, un effet protecteur lié aux produits bio, qui est suggéré par cette étude. Donc en d'autres termes, l'effet protecteur des fruits et légumes par rapport au cancer serait plus important si vous consommez du bio, d'après cette étude. Et de façon très intéressante, ce sont ces fameux lymphomes non-hodgkiniens que j'ai mentionnés pour les agriculteurs qui diminuent. Donc ça colle bien avec les observations chez les agriculteurs. Cependant, il y avait un éditorial avec cet article, et l'éditorial était prudent, il disait attention, ça pourrait être une relation secondaire, les gens qui consomment bio ont un mode de vie habituellement plus sain, il faut ajuster pour tous les autres facteurs. Si on n'ajuste pas assez, on peut avoir des associations qui persistent. Donc des associations qu'on appelle secondaires. Mais vous avez une autre étude, auparavant, plus importante, c'est pratiquement 1 million de femmes, suivie en Angleterre, une étude prospective, qui, elle, ne voit rien. Ce n'est pas visible, mais dans le bas, si on regarde tous les cancers, ce qu'on appelle les odds ratio, donc les facteurs de risque, les indicateurs de risque, restent autour de 1, ça ne grimpe pas. Et si vous regardez attentivement, vous allez voir que le cancer du sein grimpe de façon significative. Le cancer non-hodgkinien diminue, mais si vous regardez, vous ne voyez pas ces chiffres, mais il y a 10 fois plus de cancers du sein que de cancers non-hodgkinien. Le cancer du sein grimpe avec les produits bio. C'est impensable, ça n'a pas de sens. Ça signifie simplement, cette étude, que vous pouvez avoir des relations secondaires. Simplement, il y a un autre facteur qui intervient et qui est associé à la consommation de produits bio qui augmente les risques de cancer du sein. Donc vous voyez, il faut être très prudent avec ces études et il faut donc à ce stade-ci, on n'a pas de preuve absolue que consommer du bio, vous serez mieux protégé qu'en consommant du non-bio. Donc ça, il faut être prudent, mais la presse n'avait retenu que la première étude, bien sûr. Risque pour les riverains. Si vous regardez le JT il y a 2 jours, vous aurez vu un reportage parlant des risques d'exposition aux produits phytosanitaires en Wallonie, lors des épandages, donc dans les champs actuellement, lorsqu'on traite les sols. Et quel est le risque pour les riverains? C'est une bonne question. Beaucoup de gens sont convaincus qu'il y a un risque de vivre en milieu rural si vous êtes à proximité de champs qui sont traités par des produits phyto. Ce qui est bien démontré, c'est une étude récente aux États-Unis, lorsque vous pulvérisez un champ et qu'il y a à proximité des habitations, vous avez ce qu'on appelle en anglais drift, une dérive. Donc le vent peut emporter donc, les produits phyto vers l'alimentation. Et les Américains ont montré qu'effectivement, en mesurant les produits phyto dans la poussière des maisons, qu'il y avait une relation avec la proximité du champ. La relation est exponentielle, diminue très vite, et à proximité immédiate, vous avez un risque de contamination de la maison. Donc ça, c'est bien connu, à la différence près qu'aux États-Unis, on fait souvent l'épandage aérien. Donc avec des avions, évidemment, dans ce cas-là, vous visez mal et la dérive est très importante, bien sûr, à partir d'un avion. Donc une bonne partie va dans les champs à côté.
Et certaines études parlent d'associations avec donc des maladies comme l'autisme. Donc aux États-Unis, vous avez des associations qui apparaissent. D'autres associations apparaissent également, mais la causalité n'est pas établie. Ce sont des associations assez faibles avec certaines maladies comme des maladies congénitales, des malformations en relation avec les néonicotinoïdes. Ces insecticides qu'on veut interdire parce qu'ils sont nocifs pour les abeilles. Et donc ce sont des expositions non chroniques. Donc on a des données qui suggèrent aux États-Unis qu'il pourrait avoir un effet. Mais ce dont on parle en Belgique, il y a eu cette affaire Fernelmont. Vous avez donc une dame qui va dans les médias et qui raconte qu'elle voit plein de cancers autour d'elle. Ses voisins, contre tous les cancers. Évidemment, cette dame a un certain âge, donc on n'a pas l'idée, mais un certain recul. Ce n'est pas sur quelques années. Voyant son âge, elle a quand même la mémoire sur plusieurs années. Est-ce qu'il y a des cancers? Alors, on parle de cluster. De cluster. Et moi, j'ai été plusieurs fois au Parlement wallon, mais on ne veut rien entendre parfois. Et donc, j'explique ce qu'est un cluster. Un cluster, ce n'est pas une augmentation du nombre de cancers. C'est une augmentation, si vous prenez la définition du Center for Disease Control aux États-Unis, c'est une augmentation d'un cancer identique. 3 cas de leucémie, par exemple, dans un village à proximité d'un champ, sera un cluster. Mais ce n'est pas ce qu'on a apparemment. Donc c'est ça, il faut que ce soit le même type de cancer. Par exemple, on a décrit des clusters de mésothéliome, qui est un cancer lié à l'amiante à proximité d'usines qui produisaient ou qui utilisaient de l'amiante. Et le corollaire de cette définition, qui est reprise, c'est lorsque l'excès de cancer concerne différents types de cancers. Et ça, c'est la Société américaine de cancérologie qui le dit. Si vous avez différents types de cancers, et c'est le cas à Fernelmont d'après les médias, d'après ce que j'ai lu, ces différents types de cancers, il ne s'agit pas d'un vrai cluster. Donc on oublie la notion de cluster, qui n'a pas de sens. Et plus important, il est improbable que cet excès de différents types de cancers soit dû à une cause unique, c'est-à-dire les pesticides. Donc ça, c'est la réalité scientifique à ce stade-ci. Donc les clusters avec des causes bien établies sont extrêmement rares, rarissimes souvent. Ils sont souvent parfois dus au hasard. Et alors que ce qu'on montre dans les médias, on parle donc à l'RTBF, et le rapport est accessible actuellement, on vous parle de concentration dans l'air. Et que sont ces concentrations? Vous regardez les chiffres, c'est quelques nanogrammes par mètre cube. Il faut voir ces concentrations. Que représentent quelques nanogrammes par mètre cube? C'est 1000 fois moins que les puissants cancérogènes, en termes de concentration, que les puissants cancérogènes que vous respirez quotidiennement, qui sont dans l'air des villes. Benzène, butadiène, hydrocarbures aromatiques polycycliques. Donc vous avez un facteur 1000. Si vous faites des calculs de dose, vous prenez 20 mètres cubes par jour, c'est ce qu'on respire en moyenne. Si vous prenez ça, vous multipliez par 5 nanogrammes, vous arrivez à 100 nanogrammes. Cette dose inhalée, c'est 1000 fois moins que la dose que vous consommez régulièrement avec des fruits et légumes non bio. Cette dose inhalée, tenez-vous bien, c'est 10 000 fois en dessous de la dose journalière tolérable, la plus basse établie par les agences de sécurité alimentaire en Europe ou aux États-Unis. Donc vous voyez, on en est. Faire paniquer les gens avec des chiffres aussi bas et aussi ridicules n'a pas de sens. Et donc ça, c'est du marketing de la peur. Madame Lucet a commencé avec ça. Sur le plan scientifique, pour un toxicologue, c'est inacceptable. Vous ne devez pas jouer avec des adjectifs, mais avec des chiffres. Alors, vous avez le glyphosate. Vous connaissez cette saga politico-scientifique. En 2015, l'Agence pour le cancer, le CIRC, le Centre international de recherche pour le cancer, qui est à Lyon, le classe comme cancérogène possible pour l'homme, dans le groupe 2A. Et puis vous avez, je ne vais pas faire la liste, mais vous avez toutes les autres agences dans le monde, au niveau européen, aux États-Unis, au Japon, qui tirent la conclusion inverse, qui considèrent qu'il n'est pas cancérogène. Mais néanmoins, le monde politique en France, et je pense en Belgique, n'a retenu que la première classification, qui n'est peut-être pas bonne, parce que l'IARC s'est déjà trompé. Donc là, il faut être extrêmement prudent. Et vous allez voir ici comment ça fonctionne. Une dérive de cette mystification est assez frappante dans certains cas.
Et regardez ceci, écoutez ça. Communication en direction des 2 millions de jardiniers amateurs en France. On a pu voir la ministre de l'écologie retirer carrément les produits Roundup des étagères du magasin. Alors le message est simple, le glyphosate contenu dans le Roundup, produit phare du Monsanto, mais également dans d'autres produits herbicides, eh bien le glyphosate est dangereux. L'OMS l'a classé comme produit cancérogène probable. Alors Ségolène Royal part donc en guerre contre le glyphosate à travers cette opération de sensibilisation, mais également en l'inscrivant dans la loi. Elle prévoit de l'interdire d'ici 2016. Je vous propose d'écouter la ministre de l'écologie au micro de Francis Simoes. L'interdiction de mise en vente libre du Roundup, du glyphosate, des pesticides sera votée dans la loi de transition énergétique, sera interdite au 1er janvier 2016. Les distributeurs qui vont anticiper cette interdiction, c'est-à-dire qui vont retirer de leurs rayons ces pesticides pour protéger la santé des consommateurs, seront aidés pour mettre en place cette application précoce. Une petite précision tout de même, cette interdiction. Voilà, donc vous avez entendu protéger les consommateurs. Mais où diable, Madame Ségolène Royal, a-t-elle vu un risque pour les consommateurs? Si elle avait donc été bien conseillée, elle aurait été lire, et c'est traduit ici en français, que les risques qui sont évoqués par le cirque, donc, et qui ne sont pas approuvés par les autres agences, il n'y a que le cirque qui pense qu'il y a un risque, ce sont uniquement des risques professionnels. C'est uniquement dans des populations d'agriculteurs qu'on a vu apparaître un excès d'un lymphome non-hodgkinien. Des risques qui ne sont pas d'ailleurs confirmés par d'autres études plus récentes. Et donc ça c'est important. Jamais on a mis en évidence un risque pour les consommateurs. Les vrais risques pour les consommateurs sont ici, sur cette diapositive. Regardez, dans le groupe 1 de l'IARC, sur les cancérogènes avérés pour l'homme, ou les agents cancérogènes, 118 agents sont présents. Vous retrouvez dans le groupe 1 de l'IARC, et ce n'est pas un risque professionnel, c'est un risque qui vous concerne, la consommation de charcuterie. Un procédé ancestral pour conserver la viande qui est bourré de cancérogènes, de nitrites, de nitrosamines, d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, cancérogènes groupe 1, cancer colorectal. Et regardez autour de vous, ce n'est pas un cancer rare, et c'est un méchant cancer. Dans le groupe 2A, à côté du Roundup, mais qu'avez-vous à côté du Roundup? Donc dans le groupe 1, vous trouvez, je n'ai pas mentionné, maintenant le groupe 1, je vous rappelle, vous trouvez l'arsenic, le benzène, l'amiante, etc. Les charcuteries sont à côté. Et dans le groupe donc 2A, cancérogène possible pour l'homme, vous avez le Roundup, mais que retrouvez-vous? La viande rouge. Et j'étais aux États-Unis il y a une semaine où j'écoutais un exposé sur les procédés de cuisson de viande rouge. Quand la viande est trop cuite, vous avez des barres noires souvent. Cette viande est bourrée de substances extrêmement génotoxiques cancérogènes. Et les 30% de cancers liés à notre alimentation, ce sont ces substances en grande partie. Vous trouvez donc la viande rouge, souvent trop cuite, mais aussi trop de fer, formation de nitrosamine. Donc vous avez toute une série de facteurs de risque dans cette viande rouge. Il y a une mauvaise cuisson. Et vous avez également dans le bas le pigeon, là. Le pigeon, c'est le belge, qui est fier de ses frites. Mais les frites, il n'y a pas d'aliment plus malsain que les frites. Et dans les frites, vous avez, c'est une source très importante d'acrylamide, cancérogène pour l'animal. Dans le groupe 2A, ce sont des cancers qui concernent l'ensemble de la population. Et votre exposition à l'acrylamide, la population humaine n'a jamais été aussi importante que maintenant. Parce que vous avez des chips, vous avez toute une série d'aliments qui sont trop cuits et qui sont présents. Donc ça, c'est le message que je veux donner. Bannir les pesticides, c'est une bonne chose, c'est pour les phytosanitaires, surtout pour l'environnement. Il est clair que si on peut se passer d'herbicides, d'insecticides, on va protéger l'environnement, on va protéger nos nappes phréatiques, on aura donc un environnement de meilleure qualité. Donc, notamment les plus dangereux sont les insecticides. Ça, c'est clair. Si on peut s'en passer, c'est formidable. Le problème, c'est qu'actuellement, pour les grandes cultures, il est difficile de s'en passer. On ne veut pas retourner au binage dans les cultures où il y avait des centaines d'hectares et 2-3 personnes sur l'exploitation. Donc il y a un défi à... Et d'ailleurs, en France, ils ont reculé. Macron n'a pas signé. On ne va pas se passer ils ne vont pas trouver de glyphosate dans les 2 ans qui restent. Ils ne vont pas y arriver. Et donc cet aspect-là est positif. Mais faire croire que les traces qu'il y a dans les légumes ou dans l'air pollué constituent un risque, ça c'est un pas de trop. Et je terminerai donc avec ceci. Avec cette diapositive, la parabole des aveugles, que vous connaissez bien, Bruegel. Et j'ai présenté ça au Parlement wallon il y a quelque temps, parce que nous sommes là. L'amplification des risques liés au Roundup et au glyphosate, c'est l'arbre qui cache la forêt.
on détourne l'attention de la population des vrais risques de cancer. Le glyphosate ne provoque pas des cancers qui sont aussi redoutables que le cancer du côlon. C'est uniquement des cancers professionnels qui sont associés. Et donc on détourne, et c'est ce que montre sa parabole. Vous voyez, dans les aveugles, là, ils sont guidés, donc ils sont tous aveugles, ils doivent aller où? Ils tombent dans la mare, mais où devaient-ils aller d'après la peinture? Ils allaient vers l'église. Vous êtes à Lucerne, c'est un petit clin d'œil pour Lucerne, mais ils allaient vers l'église. Pourquoi? Non pas pour la multiplication des pains, simplement parce que c'était en l'église qu'il y avait la charité, qu'on leur donnait un peu de pain. Et donc ils suivaient la mauvaise voie. Et donc je pense qu'il y a une forme de parabole des aveugles, une forme, je ne suis pas le seul scientifique à le penser, je suis un peu inquiet de cet obscurantisme, de cette manipulation des esprits qui s'installe, de cette mystification de certains risques et qui détourne la population des vrais risques. Il faut garder un esprit critique, il faut donc, et surtout dans un contexte comme actuellement donc, électoral, il faut donc voir les risques, et ceci est très dangereux, notamment parce que c'est une forme de méfiance, de défiance de la science. Or, avec les défis qui attendent l'humanité dans ce siècle, très rapidement d'ailleurs, on aura besoin de scientifiques. Les solutions, on ne va pas les trouver dans les églises. Il faudra mettre au moyen de développer de nouveaux moyens de production, d'énergie, etc. Et donc on a besoin de la science. Ce défi de la science est extrêmement inquiétant. Et donc le marketing de la peur a ceci de pervers, ce qui détourne l'attention de la population des vrais risques, mais aussi les détourne de la démarche scientifique et du besoin de faire de la science. On a besoin de ce progrès. Et donc vous êtes évidemment... vous ferez sans doute des études scientifiques, j'espère que vous les réussirez, mais on a besoin de vrais scientifiques pour éviter de sombrer dans une forme d'obscurantisme. Et l'Europe, manifestement, et nos pays sont en train de sombrer plus ou moins dans une forme d'obscurantisme. Et les gens, finalement, se méfient des scientifiques et on croit plus ce qui sort sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Voilà, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez intervenir, hein. Chacun a son opinion. Chacun peut faire sa religion, d'ailleurs, en ce qui concerne les produits phytosanitaires. Donc si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas. Du choc des idées jaillit la lumière. Je vous remercie pour votre attention.